Dans cet épisode, l'affaire Jean-Luc Thiébaut. Fin mai 2014, dans un petit village de Haute-Savoie, Jean-Luc Thiébaut, un charpentier sans histoire, disparaît du jour au lendemain sans laisser de traces. Inquiets, ses fils tentent de le retrouver, sans succès. Son corps est retrouvé 1 mois plus tard, non loin du village. Il a été tué par balle. Pourquoi cet homme apprécié de tous a-t-il été exécuté ? Séparé de son épouse, il entretenait une relation avec une femme de la région. Un mari jaloux aurait-il organisé le guet-apens ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. En Haute-Savoie, près d'Annemasse, la Tour est un petit village tranquille, niché au pied du massif des Brasses, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière suisse. Ce sont des petits villages en Haute-Savoie, proches de la frontière. Sylvain Cormier, avocat de la défense. La plupart des gens qui vivent dans ces petits villages, voire lieux-dits, travaillent en Suisse. On est dans une région qui se porte bien économiquement. Pauline Cornu, avocate des parties civiles. Tout le monde se connaît et où les uns les autres se regardent et s'épient un peu. C'est au cœur du village, dans ce grand chalet en bois, que vit Jean-Luc Thiébaut, 54 ans. Une maison qu'il a construite lui-même, car Jean-Luc est artisan charpentier. C'était un passionné de ce qu'il faisait. Fabrice Prada, frère de Jean-Luc. Il adorait, il était assez minutieux, donc il adorait travailler le bois. Mon père, c'était vraiment un acharné de travail. Adrien Thiébaut, fils de Jean-Luc. Il avait donc ses journées bien remplies, bosseur, investi, jusqu'à pas d'heure le soir. Jean-Luc est un laborieux. Il y a 15 ans, il a monté son entreprise de charpente et il court les chantiers du matin au soir. Pendant 20 ans, il est resté marié avec Patricia, dont il a divorcé il y a 14 ans. Depuis, Jean-Luc partage sa vie entre sa nouvelle compagne, Fabienne, dont il est très amoureux, et ses copains avec lesquels il aime bien faire la fête. C'est quelqu'un de très populaire, très joyeux, très jovial. Voilà l'image qu'on peut avoir de Jean-Luc, à la fois un travailleur et un fêtard. Mais avant de sortir s'amuser, il y a un rituel auquel Jean-Luc ne déroge jamais. Le coup de téléphone à son fils, le petit dernier. Loïc et Adrien, les 2 aînés, ont déjà pris leur indépendance. À 14 ans, Vincent, lui, habite chez sa mère, à 600 km de là. Et chaque soir, il appelle son père pour lui raconter sa journée. C'est super fusionnel entre Vincent et Jean-Luc. Là, c'est un amour inconditionnel. Vincent, c'est son papa, c'est tous les soirs au téléphone. Tous les jours, il faut qu'il s'appelle. Tous les soirs. Le 27 mai 2014, avant de se coucher, Vincent appelle son père comme d'habitude. Mais ce soir-là, personne ne décroche. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Mon petit frère Vincent donc, va appeler notre père le 27 mai au soir à 21h12 de souvenirs et 17. 2 appels qui resteront finalement 20. Vincent raccroche, déçu et un peu inquiet. Son père ne lui a jamais fait faux bond pour le coup de fil du soir. Le lendemain matin, au saut du lit, Vincent vérifie que son père ne lui a pas laissé de message. Mais rien. Alors il le rappelle. Mais Jean-Luc ne décroche toujours pas. Quand il est sur ses chantiers, il est toujours débordé. Sauf que le soir, rebelote. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Jean-Luc est aux abonnés absents. Cette fois, tout le monde s'inquiète. Ça n'est pas normal.
Les fils demandent aux voisins d'aller vérifier. J'avais justement donc une amie qui passait donc très tôt le matin, de par son emploi du temps, et très tard le soir, et qui nous assurait qu'il n'y avait absolument donc aucune allée et venue donc au domicile de mon père. Donc, il n'était pas présent à son domicile. Il y a le camion qui est garé, il y a l'Audi qui est aussi devant la maison, donc bon, c'est éteint. Ça semble pas, on n'a pas l'impression que Jean-Luc est parti en vacances, il aurait fermé les volets. Mais alors, où est Jean-Luc ? L'inquiétude monte encore d'un cran quand ses fils apprennent qu'il n'est pas allé travailler ce matin-là. Il a un chantier qui est en cours. Il doit s'y rendre le 28 mai 2014 et il ne se rend pas sur son lieu de travail alors que ce n'est absolument pas dans ses habitudes. S'il ne peut pas être présent, il prévient. Que ce bosseur acharné ait laissé un chantier en plan sans prévenir, c'est absolument impensable. Ses fils sont persuadés qu'il lui est arrivé quelque chose. Et alors qu'ils sont sur le point de prévenir la police, ils reçoivent enfin un signe de vie de Jean-Luc. Je commence un peu à m'inquiéter et à appeler mon neveu Vincent. Fabienne Marco, belle-sœur de Jean-Luc. Elle lui demandait, Vincent, est-ce que tu as des nouvelles de papa ? Oui. Il m'a envoyé un SMS, que je ne m'inquiète pas, qu'il était descendu dans le midi, mais qu'il passerait me voir. Après 2 jours de silence, Jean-Luc se manifeste enfin. Un texto dans lequel il dit que tout va bien et il va en envoyer d'autres, une dizaine en une semaine. Un grand soulagement pour la famille. On reçoit des textos, Vincent reçoit des textos, mon frère Franck va aussi recevoir des textos. Il m'envoie un SMS en me disant Fabienne Evangelista, amie de Jean-Luc. est-ce qu'on peut se voir pour ton anniversaire ? J'aimerais t'emmener au restaurant. Il s'est dit, je vais envoyer des textos à tous ceux qui ont laissé des messages pour rassurer. Ses clients aussi reçoivent des textos dans lesquels il s'excuse pour son absence. Alors la famille se rassure. Jean-Luc a eu besoin de prendre l'air et il est parti chez des amis. Mais les jours passent. Le séjour de Jean-Luc se prolonge et la famille se pose à nouveau des questions. Pourquoi ne rentre-t-il pas ? Pourquoi ne répond-il jamais au téléphone ? Même les textos qui les ont d'abord rassurés commencent à paraître suspects. Jean-Luc faisait des fautes d'orthographe. Christelle Bablé, journaliste au Dauphiné Libéré. Et donc, c'est vrai que les SMS qui vont être reçus par la suite seront sans faute d'orthographe. Je les trouve différents, effectivement, de ceux que je recevais avant. Et on est persuadé que ça vient pas de lui. Puis déjà, il n'aimait pas ça. Les textos, c'était pas son truc. La famille a des doutes. Ces SMS ne correspondent pas du tout à la personnalité de Jean-Luc. Ils en viennent même à se demander si c'est bien lui qui les écrit. Vincent, le petit dernier, a alors une idée pour le vérifier. Il a institué un code secret avec son père. Le code, c'est simple. L'un envoie vanille, l'autre répond chocolat. C'est un petit jeu qu'ils ont entre eux. Mon petit frère Vincent donc, va envoyer le texto vanille, auquel il ne répondra pas chocolat. À partir de ce moment-là, il y a une certitude absolue dans son esprit, c'est qu'il est arrivé quelque chose à son père. Et sûrement quelque chose de grave, car jamais Jean-Luc n'aurait laissé son fils sans réponse. Et cette conviction se renforce 2 jours plus tard. Ce matin-là, Loïc, le fils aîné, reçoit enfin un coup de téléphone et sur l'écran, le nom de son père. Cela fait 10 jours que toute la famille tente de le joindre. Heureux, Loïc décroche, mais au bout du fil, il n'y a personne. Il entend des bruits, etc. Donc là, c'est des choses qui sont bizarres parce que du coup, cette personne parle, on se dit... Fabrice Prada, frère de Jean-Luc. Il est bloqué quelque part. Et qu'il est probablement donc contraint de garder silence ou alors cloîtré probablement quelque part. Le frère et les enfants sont morts d'angoisse. Cela fait maintenant 10 jours que Jean-Luc a disparu de la circulation.
Les seuls signes de vie, ces textos étranges et ce coup de téléphone avec personne au bout du fil. Le 8 juin 2014, Vincent, le plus jeune de ses fils, accompagné de sa mère, car il est encore mineur, prend la décision de faire un signalement. Patricia et Vincent, oui, vont se rapprocher de la gendarmerie, donc du village où ils habitent, pour aller expliquer qu'il y a un souci et qu'il faudrait s'en inquiéter. Les gendarmes de Béziers, dans le sud de la France, prennent contact avec leurs collègues de La Tour, le village où habite Jean-Luc. Immédiatement, ils prennent ce signalement très au sérieux. Le jour même, une équipe se rend au domicile de Jean-Luc. Ils sont accueillis par Fabienne, sa compagne. Elle n'habite pas ici, mais elle a les clés de la maison. De l'extérieur, rien de notable. Pas de traces d'effraction. Les gendarmes pénètrent à l'intérieur. Mais là encore, rien ne leur saute aux yeux. La maison est en ordre, pas de traces de lutte, pas de porte ou de volet forcé. D'emblée, ils écartent la piste du cambriolage. Pourtant, dans la cuisine, un élément attire leur attention. Il y a quelques indices qui laissent apparaître comme un départ précipité. Pauline Cornu, avocate des parties civiles. Puisqu'on retrouve notamment un plat cuisiné qui est moisi. C'est pas dans ses habitudes, puisque c'était quelqu'un de très ordonné. Une fois qu'on avait mangé, on mettait tout dans le lave-vaisselle, voilà, on mangeait le lave-vaisselle. Il fallait que ça soit nickel. Et là, qu'on ait trouvé ce plat et moisi, c'est qu'il est parti précipitamment. Qu'a-t-il bien pu se passer pour que Jean-Luc parte sans ranger la vaisselle? Une urgence? Un coup de tête? Pour le moment, les gendarmes n'en ont pas la moindre idée. Et ils ont beau faire le tour de la maison, ils ne trouvent aucun indice. Pourtant, un élément les interpelle. On va rapidement s'apercevoir que le véhicule automobile de Monsieur Thiébaut a disparu. Il a 2 véhicules automobiles, une Audi, une BMW. On s'aperçoit que la BMW n'est plus garée dans la cour. Jean-Luc possède 3 véhicules, 2 voitures et une camionnette. L'une des voitures a disparu. Sans doute est-il parti avec. Mais en s'approchant du second véhicule garé devant la maison, les gendarmes remarquent un élément qui va changer le cours de l'enquête. Le portefeuille de Jean-Luc est posé sur le siège avant. Pourquoi son portefeuille est là et lui, il n'est pas là? S'il y a sa carte bleue dedans, dans le portefeuille, comment il fait pour payer l'essence ou l'autoroute ou je sais pas quoi, ou aller manger quoi. Ce qui laisse supposer que Monsieur Thiébaut n'est pas parti en vacances, puisqu'à ce moment-là, il aurait pris ses effets personnels. Et à l'intérieur du portefeuille, tout y est. Ses papiers, sa carte bleue. Les enquêteurs sont sûrs d'une chose. Si Jean-Luc était parti pour plusieurs jours, il aurait forcément emporté ses affaires. Mais alors, où est passé le charpentier? Et pourquoi ne téléphone-t-il pas? C'est avec ces interrogations qu'ils rejoignent la gendarmerie. Immédiatement, les enquêteurs se mettent au travail. Il n'y a pas de temps à perdre. Ils doivent retrouver la trace de Jean-Luc au plus vite. Ils commencent par interroger les proches, notamment Fabienne, sa belle-sœur. C'est elle, la dernière, qui lui a parlé de vive voix. Et elle va leur livrer une information capitale. Je l'appelais ce jour-là pour lui demander s'il allait venir. Fabienne Marco, belle-sœur de Jean-Luc. Il m'avait dit que non, que c'était pas possible, qu'il avait trop de travail, qu'il ne viendrait pas. Elle raconte que leur conversation est interrompue par du bruit. Une personne qui frappe à la porte de Jean-Luc. Il y a du monde à la porte et il doit raccrocher. Adrien Thiébaut, fils de Jean-Luc. Donc il raccrochera donc à 20h26 et à partir de là, on n'aura plus donc de nouvelles de mon père. C'est pas du tout normal.
Parce que, 1 heure ou 2 heures après, il m'aurait rappelé même, il savait qu'on regardait la télé très tard, non Pourquoi Jean-Luc n'a-t-il pas rappelé comme à son habitude? Qui est venu ce soir-là frapper à sa porte? Pour les gendarmes, cette nouvelle information change tout. Cette visite pourrait expliquer son départ précipité. A-t-il ouvert à une personne malveillante? Jean-Luc a-t-il des ennemis qui lui voudraient du mal? Sur cette question, ses proches sont unanimes. Mon père ne connaît pas d'ennemis. C'est que c'est quelqu'un de jovial, de chaleureux, de sociable, d'investi, de respecté, de populaire. Il ne connaît pas d'ennemis. Pour trouver les raisons de sa disparition, les gendarmes vont alors fouiller son passé. Ils espèrent y trouver des indices et identifier qui a pu frapper à la porte ce jour-là. Nous sommes une famille, une fratrie de 7 enfants. Jean-Luc est l'aîné des garçons. Et je suis le dernier. Il est grand, il est imposant, il est très respecté. Donc forcément, on le regarde avec un peu d'admiration. Surtout que Jean-Luc est un grand frère attentionné. Dans la famille, on ne roule pas sur l'or. Le père est agriculteur, la maman mère au foyer. Et Jean-Luc fait ce qu'il peut pour embellir le quotidien. C'est lui qui m'a offert mon plus beau Noël. Parce que mes parents étaient assez modestes, donc n'avaient pas forcément les moyens de nous faire des beaux cadeaux. Fabrice Prada, frère de Jean-Luc. Et c'est lui qui, toute la nuit, va me préparer un super circuit de train avec des maisons, des montagnes, des rivières. Et c'est à 10 ans, c'est juste extraordinaire, quoi. Très jeune, Jean-Luc commence à travailler. Habile de ses mains, il se lance d'abord dans un apprentissage de mécanicien, puis de charpentier. C'est à cette époque qu'il rencontre Patricia. Ensemble, ils ont 3 enfants, Loïc, Adrien et Vincent, 3 fils, avec lesquels Jean-Luc est très aimant, comme le montrent ses films de famille. C'est un papa très chaleureux, vraiment bienveillant, soucieux de l'éducation de ses enfants, donc vraiment à mettre le nez dans les devoirs, sur le cahier d'école et des résultats, donc quels qu'ils soient. Donc il a toujours été là, oui, absolument. Jean-Luc est là pour ses enfants, mais pas seulement. Bon vivant, il aime réunir ses copains et sa famille autour de lui. Et c'est toujours lui qui met l'ambiance. Mais ce bonheur ne va pas durer. En 2004, après 20 ans de mariage, Jean-Luc et Patricia divorcent. Jean-Luc se retrouve seul, il rencontre des femmes, mais rien de sérieux. Sauf depuis quelques mois, depuis qu'il a retrouvé l'amour auprès de Fabienne, une habitante d'un village voisin. Ce qu'ils ont découvert au sujet de Jean-Luc laisse les gendarmes perplexes. Personne ne semble avoir de raison de lui en vouloir. Pourtant, les enquêteurs relèvent tout de même un détail qui pourrait avoir son importance. Ses proches mentionnent tous la même chose. Jean-Luc gagnait bien sa vie et il ne le cachait pas. C'était assez courant de voir sortir des grosses coupures, parce qu'il avait ça sur lui. Il avait des bijoux, il avait des belles armes, il avait des belles bagnoles. Il avait des comptes en Suisse, enfin... Sylvain Cormier, avocat de la défense. Donc effectivement, il pouvait nourrir quelques jalousies à ce niveau-là. La personne qui a frappé chez lui ce jour-là en voulait-elle à son argent? Les enquêteurs décident de creuser cette piste du crime crapuleux. En parallèle, ils lancent des avis de recherche dans toute la France avec la description de Jean-Luc et de sa berline.
Et comme ils sont près de la frontière, ils lancent aussi une commission rogatoire internationale. Et cette piste ne va pas tarder à payer. Deux heures plus tard, en effet, ils reçoivent un retour de leurs homologues suisses. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Il y a 8 jours, ils ont retrouvé une voiture à Genève, dans le quartier malfamé des Avanchers, au pied de cet immeuble. Et c'est celle de Jean-Luc. Le véhicule va être retrouvé avec la vitre cassée. Pauline Cornu, avocate des parties civiles. Les plaques d'immatriculation ont disparu, elles ont été enlevées et les clés se trouvent sur le contact. Pour les gendarmes, la découverte de cette voiture n'augure rien de bon. Les vitres sont brisées et des taches sombres maculent les sièges. Elle est immédiatement passée au Blue Star, un révélateur de traces de sang. Des analyses vont être effectuées dans le véhicule et vont mettre en évidence d'importantes traces de sang, notamment dans le coffre. Et surtout avec les fauteuils où il y a du sang qui apparaît, quoi. Donc là, on bascule sur une affaire criminelle, forcément, quoi. Après analyse, il s'avère qu'il s'agit bien du sang de Jean-Luc. Et vu la quantité, les gendarmes ont peu d'espoir de le retrouver vivant. Cette fois, ils n'ont plus de doute. Jean-Luc a été tué. Reste à savoir par qui. Dans la petite gendarmerie de Bonneville, la nouvelle fait vite le tour des bureaux. Dans cette région tranquille, ce n'est pas tous les jours que les gendarmes sont confrontés à une affaire criminelle. Un enquêteur se manifeste immédiatement. La mort de Jean-Luc a peut-être quelque chose à voir avec une autre affaire dont il s'est occupé 10 jours plus tôt. Le 28 mai, le lendemain de la disparition, il a été appelé dans la zone artisanale du Tannet, à proximité de chez Jean-Luc. Au petit matin, un employé d'une entreprise de pièces mécaniques a découvert une mare de sang sur le parking. Les employés découvrent cette importante tache de sang. On va retrouver également des débris de verre, qui contiennent un numéro de série présent sur la vitre. Des débris de verre comme ceux de la vitre cassée de Jean-Luc. À l'époque, sa disparition n'ayant pas été signalée, les gendarmes avaient conclu à un animal sauvage percuté par une voiture. Mais aujourd'hui, ils se disent que les deux affaires pourraient bien être liées. Et une recherche sur les numéros de série ne tarde pas à déterminer que le verre retrouvé sur le parking correspond bien à la vitre de la voiture de Jean-Luc, retrouvée en Suisse. Petit à petit, l'enquête avance. Les gendarmes sont maintenant en mesure d'échafauder un scénario de ce qui a pu se passer le soir du 27 mai, le soir de la disparition. La thèse à ce moment-là qui est la plus probable est que quelqu'un se présente au domicile de Monsieur Thiébaut. D'une manière ou d'une autre, l'amène sur le parking de l'entreprise Bardel, où il va être grièvement blessé et même tué. Et puis, quelqu'un qui fait ensuite disparaître son véhicule automobile que l'on retrouve en Suisse. Un scénario qui se termine mal, car les gendarmes sont convaincus que Jean-Luc a été tué. Mais pour les proches, cette hypothèse est insupportable à entendre. Ils vont bien nous faire comprendre. Fabrice Prada, frère de Jean-Luc. On ne cherche plus quelqu'un de vivant, mais plutôt quelqu'un de mort, quoi. En fait, j'ai pas voulu admettre qu'il était mort. Pour moi, c'était pas possible, en fait. Fabienne Marco, belle-sœur de Jean-Luc.
C'était pas possible. Pour moi, c'était un grand gaillard et il se serait défendu. Ce n'était pas possible. Et c'est encore plus inacceptable pour Vincent, le plus jeune fils de Jean-Luc. 14 ans seulement à l'époque. Lui, il va s'accrocher, hein. Il est intimement convaincu que son père, il va le retrouver, bien en vie. Adrien Thiebaud, fils de Jean-Luc. Que voilà, c'est son papa, il est quelque part, il faut le retrouver. Avec la découverte de cette voiture pleine de sang, l'enquête a fait un bond en avant. 10 jours après la disparition de Jean-Luc, le parquet ouvre une instruction pour assassinat. Pour les enquêteurs, il s'agit maintenant de trouver qui pouvait en vouloir à Jean-Luc et pourquoi. Les gendarmes reprennent alors les auditions des proches. Et à force de creuser et de les questionner, ils découvrent un élément intéressant. Jean-Luc était un passionné de moto. Il faisait partie d'un club de bikers. Il était dans un groupe de motards. Alors là, les témoignages divergent. Il y en a qui disent, bon, c'est un groupe de motards comme un autre. Sylvain Cormier, avocat de la défense. D'autres témoins sont beaucoup plus circonspects en disant c'est un groupe qui sentait un peu le soufre. Ils sont pas tous des gentils, quoi, donc... Christelle Bablé, journaliste au Dauphiné Libéré. Donc à partir de là, on peut imaginer que qu'il aurait pu avoir un gros différend, qui aurait pu entraîner un règlement de compte. Et justement, les proches racontent que Jean-Luc a eu une altercation assez violente avec l'un des motards. Une sombre histoire de pancarte publicitaire. Il aurait voulu faire croire que c'était un de ses amis charpentiers qui avait réalisé des travaux, alors que c'était en fait Jean-Luc. Ce gars-là, qui a eu un différend, avait un copain à lui et qui était aussi charpentier. Et en fait, il avait arraché la fiche de Jean-Luc, quoi, de charpentier, pour mettre à sienne, faisant croire que tout le local, c'était son copain qui l'avait fait. Et Jean-Luc l'avait très mal pris parce que tout le monde savait que c'était Jean-Luc qui avait fait tout ce local, quoi. Et c'était un peu frictionné, quoi. Et il avait arraché la pancarte, il a dit de quel droit tu fais ça, quoi. Les deux hommes se seraient alors violemment disputés, à 2 doigts d'en venir aux mains. D'autant que les gendarmes découvrent que Jean-Luc est connu pour son caractère entier. Jean-Luc Thiebaud est décrit par tout le monde comme une force de la nature, qui n'a pas peur d'aller à la bagarre si on le cherche un peu trop, et que c'est un charpentier qui porte seul les poutres, quoi, qui doit changer, et voilà. Donc on peut imaginer qu'il en serait venu aux mains. Pour les enquêteurs, cette querelle, quelques semaines seulement avant sa disparition, pourrait être une piste. Ils imaginent que le biker aurait pu vouloir se venger de Jean-Luc. Alors ils le convoquent, ainsi que les autres motards du club. Mais très vite, ils sont obligés de se rendre à l'évidence. Ils font fausse route. Tous ont un alibi. Mais alors, qui peut vouloir du mal à Jean-Luc ? Une journée après avoir pris l'enquête en main, les gendarmes ont déjà interrogé les proches, les amis, les voisins, et pour le moment, aucune piste. Pourtant, un détail retient leur attention. La famille du charpentier n'a pas caché son animosité envers Fabienne Evangelista, 44 ans, la compagne de Jean-Luc. On l'a jamais parté de notre cœur, hein, bien entendu, hein, ma mère et moi. J'apprécie pas, ça c'est sûr, puisque bon, c'est jamais passé, quoi. Je sais pas, il y avait quelque chose qui me gênait, hein, là. Cette hostilité envers Fabienne n'alerte pas les gendarmes. Les conflits existent dans toutes les familles. Pourtant, un détail les étonne. La disparition de Jean-Luc depuis plus de 10 jours ne semble pas du tout alarmer cette dernière. Je reçois des SMS de Jean-Luc après la date du 27 mai. Fabienne ne va pas tellement s'inquiéter de la disparition de Jean-Luc. Elle dit il m'a envoyé des messages, elle les montre d'ailleurs aux enquêteurs, des messages postérieurs au 27. Le comportement que j'ai à ce moment-là, c'est de me dire mais c'est pas possible, quoi. Il y a pas, j'ai des SMS. Fabienne Evangelista, amie de Jean-Luc.
voilà, il y a pas de raison particulière pour qu'il se soit fait la malle ou qu'on lui en veuille. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Hormis cette insouciance, les gendarmes n'ont aucun élément contre Fabienne. Mais comme l'enquête est au point mort, ils décident de l'entendre. Mais avant, pour avoir toutes les cartes en main, ils veulent en savoir plus sur sa relation avec Jean-Luc. De la façon dont il en parlait, c'était l'amour de sa vie, quoi. Hein. C'était, ils allaient finir ensemble, quoi. Leur vie allait se construire ensemble avec les enfants. Il envisageait de vivre avec Fabienne Evangelista. Jean-Luc va même rapidement réaménager la chambre de Vincent pour pouvoir préparer l'arrivée de Fabienne. Cet amour passionné que décrivent les proches interpelle les gendarmes. Si elle était folle amoureuse, Fabienne aurait dû s'alarmer de la disparition de son homme. Ils décident de se rendre chez elle. Et là, c'est le... Enfin, on peut employer différents termes, mais c'est le calvaire, c'est le cauchemar qui commence. Puisque j'ai la visite des gendarmes le 10 juin, me demandant si j'étais en contact avec Jean-Luc. Et la réponse de Fabienne va stupéfier les gendarmes. Non seulement elle n'a pas de ses nouvelles, mais en plus, elle affirme qu'il n'y a plus rien entre eux depuis longtemps et qu'elle n'est en aucun cas sa compagne. Comme c'était une relation, on va dire, alors effectivement un peu plus amicale, mais pas sentimentale. C'est-à-dire qu'on se voyait, on déjeunait ensemble, voilà, on évoquait un petit peu nos difficultés quotidiennes. À aucun moment, j'envisage ma vie avec Jean-Luc. On est loin de l'amour passionnel décrit par les proches de Jean-Luc. Fabienne affirme qu'elle n'est pas sa maîtresse. Certes, ils ont eu une relation, mais c'était il y a longtemps. Depuis, tout est fini. Et il y a une bonne raison à cela. Elle est mariée à un homme depuis 20 ans. Il s'appelle José Evangelista. Les gendarmes n'en reviennent pas. D'un côté, Jean-Luc parle de Fabienne comme l'amour de sa vie. De l'autre, Fabienne nie toute liaison avec Jean-Luc. Alors qui croire ? Quelle relation ces deux-là entretiennent-ils vraiment ? Les gendarmes ne peuvent laisser une telle zone d'ombre. Pour y voir plus clair, ils cherchent à en savoir plus sur leur histoire. Jean-Luc et Fabienne se connaissent en fait depuis 20 ans, depuis 1994. La femme de Monsieur Thiebaud travaille dans la même entreprise que le mari de Madame Martha Evangelista. Pauline Cornu, avocate des parties civiles. Donc les deux familles font connaissance. Il y a une amitié qui s'est liée tout à fait naturellement. On est allé manger chez Patricia, qui est une bonne cuisinière. Ils sont venus aussi à la maison. Jean-Luc va avoir un petit peu le béguin pour cette femme. Fabrice Prada, frère de Jean-Luc. Et de là va naître, ils vont avoir une relation assez éphémère en tout cas. Il est venu un matin, à 7h du matin, en me disant « je viens boire le café ». Et puis, voilà, on a eu une relation intime de par son insistance. Et effectivement, ça s'est passé à la maison et nos conjoints étaient au travail. Et c'était en tout cas, moi je l'ai toujours considéré comme une erreur. L'inconvénient, c'est que lui, il l'a pas perçu comme ça. À l'époque, si Jean-Luc et Patricia sont déjà mariés depuis 10 ans, Fabienne et José ne sont que fiancés. Et cet adultère va mettre leur mariage en péril. Car Jean-Luc avoue son infidélité à sa femme. Pris de remords, et il va le dire à sa femme. Patricia va en parler directement à José Evangelista, donc
dans les jours qui suivent au travail. Effectivement, on a eu beaucoup de discussions. José a eu des doutes. Le mariage a été un petit moment remis en question. Et puis, il a très bien compris que c'était une erreur, que je n'éprouvais aucun sentiment pour Jean-Luc et que l'homme avec qui je veux faire ma vie, c'est lui. En juillet 1997, Fabienne se marie malgré tout avec José. Patricia et Jean-Luc font alors partie des invités. Il est même le chauffeur officiel des mariés. Peu de temps après, le couple de Jean-Luc et Patricia prend l'eau. Depuis sa relation avec Fabienne, Jean-Luc ne parvient pas à l'oublier. En 2004, sa femme obtient le divorce. Tout au long des 20 ans qui vont s'écouler, ils vont rester en contact, ils vont se revoir de temps en temps, que ce soit amical ou plus, ça, il n'y a que qui le savent. Mais elle ne quittera pas la vie de Jean-Luc. Et probablement ses pensées. Je dirais qu'il est omnibulé par elle. Fabienne Marco, belle-sœur de Jean-Luc. Il a des œillères et puis il voit qu'elle est là-bas, il est là, je sais pas. Les gendarmes commencent à mieux cerner les relations entre Jean-Luc et Fabienne. Ils découvrent que pendant les 20 années suivantes, Jean-Luc a toujours gardé le contact avec elle. Un bouquet de fleurs à la naissance des enfants, un texto pour les anniversaires. Jusqu'au début de l'année 2014, le couple Evangelista va mal et Jean-Luc en profite pour se rapprocher de Fabienne. Jean-Luc est radicalement différent. Il est grand, il porte bien, il est un peu fort en gueule. Christelle Bablé, journaliste au Dauphiné Libéré. Il promet un avenir plus rock'n'roll que José. En tout cas, pour Jean-Luc, ça c'était certain. Il envisageait de vivre avec Fabienne Evangelista. Donc, ça sous-entendait divorcer pour elle de José Evangelista et venir vivre avec Jean-Luc. Il y a vraiment des difficultés entre José et moi. On n'arrive plus du tout à se comprendre. J'envisage peut-être une séparation pour le bien-être de tout le monde. Il y a décidément trop de contradictions dans ce dossier. Pourquoi Fabienne affirme-t-elle ne pas avoir renoué avec Jean-Luc alors que tous les témoins sont unanimes ? Les enquêteurs décident de l'entendre à nouveau. Et elle maintient sa version. Je pense qu'effectivement, il envisageait l'avenir à deux. Fabienne Evangelista, femme de José Evangelista. Et ce qu'il a un petit peu dit à ses amis, mais il n'y a jamais eu de validation de ma part. Pour moi, c'était même pas envisageable un remariage ou quoi que ce soit. Je veux dire, ni d'enfants en commun, il n'y avait pas de projet dans ce sens-là. Alors, à mon avis, elle est embarrassée par l'amour de Jean-Luc Thiébaut qui est trop fort. Sylvain Cormier, avocat de la défense. Elle ne partage pas ce sentiment-là. Elle, ce qu'elle recherche, c'est la complicité et l'amitié de Jean-Luc. Je crois que c'est ça, principalement. Pourtant, le 1er mai 2014, 3 semaines avant la disparition de Jean-Luc, cette relation vire au drame. Le couple passe alors le week-end ensemble au bord de la mer. Selon Fabienne, Jean-Luc lui rend juste une petite visite amicale. Mais alors qu'ils sont ensemble, ils vont avoir un invité surprise. José vient à l'improviste, il sent que le couple va pas bien et il veut lui faire plaisir, il arrive avec un bouquet de fleurs. Je pense que le fait d'arriver avec un bouquet de fleurs, à ce moment-là, pour lui, je pense que c'était une façon de faire voir qu'il était, malgré tout, après 20 ans de mariage, encore capable de m'épater. Donc effectivement, il arrive avec un énorme bouquet de fleurs. Là, juste derrière son dos, il y a Jean-Luc. C'est
c'est déjà le premier effet qui se coule, quoi. Je pense que pour José, ça a été une trahison de ma part. Et puis le fait de dire, bon ben voilà, maintenant c'est cuit, j'arrive, je suis même le pauvre couillon avec mes fleurs. Là, j'ai l'air complètement ridicule. Et donc là, quand il voit Jean-Luc et qu'il lui dit, est-ce c'est lui ou c'est moi? Et là, je réponds, Jean-Luc. Même encore aujourd'hui, je suis pas capable d'avoir une réponse, enfin une explication à ce choix. Quand j'ai dit ça sera Jean-Luc, juste après avoir dit ces mots, je me suis dit mais pourquoi? J'ai pas de sentiment pour lui. Pour les enquêteurs, l'histoire prend une toute autre tournure. Une histoire passionnelle qui se termine en drame, ça ne serait pas la première fois. Fabienne pourrait-elle être pour quelque chose dans la disparition du charpentier? Aurait-elle souhaité se débarrasser de ce Jean-Luc un peu trop envahissant à son goût? Les enquêteurs l'interrogent à nouveau, mais elle a un alibi en béton. Le soir des faits, elle se trouve à un cours de danse. D'ailleurs, elle s'attarde un peu, elle se confie à sa prof de danse, elles sont copines. Donc elles sortent ensemble de la salle et sur le trottoir, elles discutent. Un bon moment, 10 minutes, un quart d'heure, selon l'une ou selon l'autre. Il apparaît évident qu'elle ne peut pas avoir été mêlée à ça. Les autres danseurs attestent également de la présence de Fabienne ce soir-là jusqu'à plus de 22 heures. Elle est mise hors de cause. Mais les gendarmes ne renoncent pas. Ils sentent qu'ils touchent au but. Alors ils continuent à interroger Fabienne et leur ténacité va payer. Elle leur raconte en effet que la veille, elle s'est disputée avec José. Il lui a fait une crise de jalousie parce qu'elle s'inquiétait de la disparition de Jean-Luc. Là, il me dit, de toute façon, je l'ai croisé, il m'a énervé, on s'est battu, je l'ai planté. Les gendarmes n'en reviennent pas. José aurait avoué à sa femme avoir tué Jean-Luc, par jalousie. Mais sur le coup, Fabienne n'y a pas cru. Ça m'a fait, à la limite, sourire parce que, c'est encore quelque chose qui me dit pour me faire mal. En me disant, j'ai tué ton ami, maintenant, tu t'intéresses à moi. Donc elle dit qu'elle n'a pas pris ça au sérieux parce que José, c'est pas du tout sa nature. Mais quand même, elle va donner cette information aux gendarmes. Mais pour les gendarmes, ce scénario est parfaitement crédible. Après tout, José a subi un affront terrible, sa femme lui en a préféré un autre, et ils imaginent que fou de jalousie, il aurait pu tuer son rival. Sauf que les enquêteurs ont un problème. José n'a pas du tout le profil d'un assassin. José est un ouvrier qualifié, reconnu. Il travaille en Suisse, dans une usine assez réputée qui est impliquée dans la fabrication de montres. Il s'est investi énormément, que ça soit dans le foot, il était coach, il est conseiller municipal. Pour les gendarmes, José n'a en effet rien d'un assassin. Le seul point qui attire leur attention, c'est son caractère ombrageux. José, c'est quelqu'un qui peut s'apparaître très amical, très serviable. Adrien Thiebaud, fils de Jean-Luc. On n'en fait pas en moins quelqu'un colérique et jaloux. C'est un homme qui ne contient pas ses émotions, donc quand il est en colère, il crie. Pas vraiment le suspect idéal donc, mais l'histoire tient debout. Une liaison, José qui surprend Fabienne et Jean-Luc, et maintenant ses aveux. Les gendarmes en savent suffisamment. Ils décident de l'interpeller. Le 10 juin 2014, ils l'arrêtent sur un parking alors qu'il se rend à un rendez-vous médical. Il n'a pas l'air surpris de les voir arriver, d'être placé en garde à vue. Christelle Bablé, journaliste au Dauphiné Libéré.
Il pose pas la question, mais pourquoi, pour qui, qu'est-ce que j'ai fait? On espère qu'il va parler. Fabrice Prada, frère de Jean-Luc. Et nous dire ce qui s'est réellement passé et où est Jean-Luc en fait. Les gendarmes placent José en garde à vue. Avant de l'interroger, ils demandent une analyse des téléphones car ils ont retrouvé les 2 portables dans la voiture de José, le sien et celui de Jean-Luc. Et cette analyse pourrait leur en apprendre beaucoup. Les enquêteurs sont maintenant impatients d'entendre le suspect. Mais dès le début de l'audition, José est catégorique. Il est innocent. José va nier, dire c'est pas moi, j'y suis pour rien. Il va expliquer, bah oui, j'avais l'impression qu'elle s'inquiétait plus de la disparition de Jean-Luc presque que de moi, et donc je l'ai provoqué en disant, bah oui, c'est moi, je l'ai planté. Mais les gendarmes n'y croient pas. Ils reposent inlassablement les mêmes questions. Et à la 40e heure de garde à vue... Il finit par craquer, et puis il dit j'ai planté Jean-Luc. Le récit est assez étrange, il se serait croisé par hasard, se serait retrouvé sur le parking de l'entreprise Bardel. Sylvain Cormier, avocat de la défense. De là, une dispute aurait commencé. Il aurait donné des coups de couteau. Mais il explique qu'il le laisse sur place vivant. Pauline Cornu, avocate des parties civiles. Et que lorsqu'il revient quelque temps après sur le parking de l'entreprise Bardel, le corps n'est plus là. Il décrit des coups de couteau accidentels, mais aucunement la volonté de le tuer. Les gendarmes ont obtenu ce qu'ils voulaient, des aveux. José reconnaît même le couteau dont il s'est servi et qui a été retrouvé dans sa voiture. Le 12 juin 2014, il est mis en examen pour assassinat. Pourtant, les enquêteurs ne sont pas pleinement satisfaits, car José ne reconnaît pas avoir tué Jean-Luc, juste l'avoir blessé. Seule la découverte du corps permettrait de lever ces dernières zones d'ombre. Dès le lendemain, 15 jours après la disparition de Jean-Luc, des recherches commencent et les grands moyens sont déployés. En fait, on va mettre tous les moyens qu'on a à notre disposition. On a quand même, je ne sais pas combien de gendarmes qui cherchent Jean-Luc dans les bois, avec des hélicoptères, dans les rivières. Ils ratissent toute la région. Malgré ce déploiement de force, les recherches restent infructueuses. Les gendarmes commencent à se dire qu'ils ne retrouveront jamais le corps de Jean-Luc. Mais à la fin du mois de juin, il va y avoir un rebondissement incroyable. Un coup du sort inespéré. Ils vont se présenter au domicile des Martha Evangelista pour leur remettre une convocation. Allez. À ce moment-là, les chiens de la gendarmerie sortent du véhicule pour faire leurs besoins. Et l'un des chiens va se diriger tout droit dans un sous-bois. Un sous-bois que les gendarmes n'avaient pas fouillé, car c'est le dernier endroit où ils pensaient trouver le corps, au bout du jardin des Evangelistas, à quelques centaines de mètres seulement de leur maison. Le chien révèle un corps recroquevillé, un corps vêtu d'un jean, d'une chemise et de Santiago, la panoplie de Jean-Luc.
Les enquêteurs vont assez rapidement pouvoir identifier Monsieur Thiébaut. Monsieur Thiébaut s'est tatoué sur le corps son numéro de sécurité sociale. Et au bras, son code barre, son fameux code barre, qui nous avait gonflé avec ce code barre. Fabienne Marco, belle-sœur de Jean-Luc. Alors on sait que c'est lui, et moi, même là, je me dis que non, qu'il va taper à la porte et qu'il va arriver. Les gendarmes pensent désormais détenir toutes les pièces du puzzle. Mais cette histoire leur réserve encore quelques surprises. Pour la famille, cette découverte est un choc épouvantable. C'est une jeune, quand on trouve le corps, là, ça a été un drame. Un drame. J'ai pleuré pendant des heures et des heures. J'ai dit, mais comment on peut finir sa vie comme ça, dans un trou, dans un bois, comme on enterrerait un animal, quoi. Non, là, c'est une très grosse violence, en fait. Ouais. C'est mon neveu qui me l'a annoncé en plus et qui m'a dit, Tati, on a retrouvé le corps de papa. Et là, en fait, j'arrivais même plus à parler. Parce que je me disais, c'est pas possible. Je sais maintenant que c'était pas lui, mais il me dit, Tati, cette fois-ci, c'est lui. Dans cette région paisible, l'affaire fait grand bruit. Surtout qu'elle met en cause un conseiller municipal. En Haute-Savoie, la confirmation, selon une source proche de l'enquête, que le corps retrouvé en juin dernier dans un bois est bien celui de Jean-Luc Thiébaut, artisan charpentier, disparu depuis un mois. Une affaire dans laquelle le principal suspect, un élu de la commune, a été mis en examen et écroué à la prison d'Éton. Mais alors que les gendarmes pensent l'affaire résolue, il va y avoir un coup de théâtre. L'autopsie est formelle. Jean-Luc a été tué de 2 balles. Et en aucun cas d'un coup de couteau comme l'a raconté José. J'ai jamais vu José avec une arme. Alors déjà, avec les coups de couteau, c'était quelque chose que je ne pouvais pas envisager. Fabienne Evangelista, femme de José Evangelista. Mais avec une arme, c'était encore plus incohérent. José n'a pas d'arme. L'enquête montre qu'il n'a contacté personne pour trouver une arme, qu'il n'avait aucun de ses effets, qui était maculé de poudre. Ça me conforte dans ma position en me disant, de toute façon, il est innocent, puisqu'il est incapable d'avoir une arme en main. Et cela étonne aussi les enquêteurs. Pourquoi José Evangelista a-t-il menti? Pourquoi a-t-il reconnu avoir utilisé un couteau plutôt qu'une arme à feu? Et il va y avoir un rebondissement. Depuis sa prison, José revient sur ses aveux. Il affirme qu'il est innocent, qu'il a avoué à cause de la pression des gendarmes. Lorsque je relis en détail cette audition, cette 6e audition... Sylvain Cormier, avocat de la défense. Ces aveux, qui sont de faux aveux, j'acquiert quasiment la certitude qu'on est en face d'une erreur gravissime. Et ça n'est pas le seul problème. L'autopsie date le décès de Jean-Luc autour du 27 mai. Mais pendant 10 jours, ses proches ont continué à recevoir des textos de sa part. Les enquêteurs commencent à se poser des questions. Et s'il se trompait? Et si ce n'était pas José le coupable? Les analyses de téléphonie vont balayer leurs doutes. À partir du 27 mai, à partir de 22h. Adjudant Jérôme Goffo, spécialiste de la téléphonie. On s'aperçoit qu'il y a une similitude entre le téléphone de M. Thiébaut et le téléphone de M. Evangelista. Les deux téléphones vont se suivre géographiquement. On va avoir un téléphone qui, très tôt le matin... Pauline Cornu, avocate des parties civiles. Va borner en Suisse, tout comme le téléphone de M. Martin Evangelista. Le téléphone part au même moment, arrive au même moment, sur les mêmes relais, ou en tout cas sur les mêmes secteurs géographiques. C'était gagné.
Si José Evangelista se défend de n'avoir jamais eu en main le portable de Jean-Luc, pour les gendarmes, les résultats de la téléphonie sont accablants. Ils sont persuadés que c'est bien José qui envoyait des textos aux proches de Jean-Luc. L'accusation va penser que c'est José qui va se faire passer dans un espèce de projet machiavélique pour la victime, Jean-Luc. Alors, on ne sait pas trop dans quel but. Il conserve le téléphone de la victime pour faire croire que celle-ci est encore en vie, avec l'idée de vouloir retarder l'enquête. Plus l'enquête est tardive et plus les indices peuvent disparaître. L'analyse des téléphones est implacable. Elle confirme le scénario imaginé par les enquêteurs. José Evangelista a bien tué Jean-Luc, enterré le corps dans son jardin, puis abandonné la voiture en Suisse. Cette fois, les gendarmes ont bouclé leur enquête. Deux ans et demi plus tard, en novembre 2016, José Evangelista comparaît devant la cour d'assises de Haute-Savoie à Annecy. La grande question, c'est de savoir s'il va avouer avoir tué Jean-Luc. Dès le début de l'audience, l'accusé nie. Ce n'est pas lui qui a tué Jean-Luc. C'est ensuite au tour de Fabienne de s'avancer à la barre. Elle avait un aplomb qui était quand même assez déconcertant par rapport à des preuves qui étaient quand même assez essentielles, quoi. Le fait qu'elle ait sa brosse à dents, le fait qu'elle ait ses chaussons et son peignoir chez Jean-Luc. Christelle Bablé, journaliste au Dauphiné Libéré. Et qu'on lui dise, mais vous aviez quand même une relation un peu intime avec lui. Pas du tout. On était juste amis. Je l'ai dit au procès, j'ai eu un amour dans ma vie. C'est José, un seul homme. J'estime que c'est pas énorme. Et donc, je peux pas accepter cet adjectif qu'on me colle comme ça, femme fatale, à faire tourner les têtes. Et c'est pas le cas. Le délibéré est très court. José Evangelista est condamné à 20 ans de prison pour assassinat. Il fait appel. En février 2018, devant la cour d'assises de Chambéry, José Evangelista garde la même ligne de défense. Il est innocent. Sans éléments nouveaux, sa peine est alourdie. Il prend 23 ans de réclusion criminelle. Cette affaire me laisse un goût amer. C'est une affaire non résolue, même si judiciairement, il y a une page qui a été écrite et on nous dit, voilà, c'est lui, fermez le banc. José est le seul coupable. Je dis que je suis persuadé qu'il y aura des rebondissements plus tard. Pour les proches de Jean-Luc, justice est faite. Il leur reste la douleur d'avoir perdu l'être aimé. Pourquoi on arrivait à tuer une personne, un homme qui n'a jamais fait de mal de sa vie, qui a toujours été bosseur? Fabienne Marco, belle-sœur de Jean-Luc. Il y a 3 enfants et qu'il y en a laissé un qui est mineur. Et ça c'est le genre de truc que j'ai du mal à accepter. Je ne l'accepterai pas, jamais. On s'attend certes à enterrer nos parents, mais de vieillesse ou de maladie. Adrien Thiébaut, fils de Jean-Luc. Mais certainement pas donc d'un assassinat froid et dur. Finalement, il est mort pour rien, quoi. Fabrice Prada, frère de Jean-Luc. Il est mort d'avoir aimé une femme qu'il ne l'aimait pas.